André Buchmann, merci de nous recevoir. Bonjour. Quel est le sens de votre candidature sur la 3e circonscription du Bas-Rhin? Cette 3e circonscription est gagnable pour la gauche. C'est très important parce qu'il faut que le président de la République ait une majorité pour gouverner. On ne peut pas admettre une situation avec un président de gauche et une Assemblée nationale de droite parce que ce sera la cacophonie. Le pays est en crise, il faut que le pays se relève, donc il faut une majorité forte. Et c'est le sens de ma candidature et de celle de Zubida Naili. Cette circonscription est très diverse, elle comporte à la fois des secteurs, des quartiers très populaires et des quartiers beaucoup plus aisés. Donc il faut arriver à trouver une cohérence à l'ensemble. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez votre rôle futur de député? Alors un député a au moins un double rôle. Il y a d'une part la nécessité de représenter sa circonscription, ce qui veut dire qu'il faut que les contacts avec les habitants de la circonscription soient nombreux, soient constants, mais un député a aussi un rôle de faire évoluer les lois, de proposer des lois, de discuter des lois, de faire évoluer les réglementations. Et je compte bien être active parce que une des raisons pour lesquelles cette circonscription a été réservée aux écologistes, c'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un groupe parlementaire écologiste. Un groupe parlementaire, ça veut dire que des sujets qui pour nous sont fondamentaux vont être centraux. Par exemple, les questions énergétiques, les questions d'isolation des logements, les questions liées à la nature en ville, les questions liées au déplacement. Nous allons porter tout cela dans le débat. Il est nécessaire que nos ministres aient des interlocuteurs et un rapport de force qui se situe dans l'Assemblée nationale, et nous souhaitons bien sûr y contribuer, et je souhaite particulièrement y contribuer. Mais je ne veux pas que les discussions aient lieu exclusivement à Paris. Il est aussi normal que sur le fond, sur la discussion sur les lois, sur les idées, les propositions, les échanges existent régulièrement avec les habitants de la circonscription. Je compte bien développer la démocratie participative de façon la plus importante qui soit. C'est-à-dire jusqu'à consulter les habitants de la circonscription sur des points pour en connaître leur point de vue, faire des mini-référendums? Jusqu'à discuter avec les habitants de la circonscription. Pour moi, l'histoire du référendum, c'est très formel. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on puisse être constamment en échange. Être constamment en échange, ça implique d'avoir des relations directes à tout moment avec la population. Cela implique aussi d'être présent dans les associations et effectivement de connaître les préoccupations des concitoyens. Alors, on a vu lors de la dernière campagne que l'Europe bouc émissaire était de nouveau de sortie, était responsable de tous les maux. Pourtant, les traités sont tous adoptés à l'unanimité par les gouvernements, les commissaires sont nommés par les gouvernements. Donc l'Europe actuellement qui est construite, qui existe, a été validée par les gouvernements. Quelle est votre position d'un point de vue européen? Les écologistes sont pour l'Europe, pour une Europe qui soit forte, pour une Europe qui soit sociale, pour une Europe qui soit environnementale et pour une dynamique économique européenne. Il est normal que les relations entre la France, par exemple, et l'Allemagne soient particulièrement développées parce que c'est le cœur de la construction européenne. Et en ce sens, ce n'est pas pour rien que M. Hollande a choisi de rencontrer Mme Merkel comme premier interlocuteur européen après son élection. Les écologistes sont pro-européens parce que les questions ne peuvent plus être réglées uniquement au niveau local et au niveau national, que ce soit du point de vue social ou du point de vue économique. Et par ailleurs, l'Europe peut aussi être un fer de lance d'innovation pour l'ensemble du monde. Face à la dérégulation, face à des économies qui sont souvent particulièrement brutales, nous pouvons conserver ce qui fait notre particularité, ça veut dire la discussion constante avec les populations et la démocratie, parce que la démocratie est aussi une invention de notre continent. Dans ce sens-là, il me paraît essentiel que Strasbourg reste le siège des institutions européennes, le siège du Parlement européen, et Zubida Naili et moi sommes engagés fermement à défendre le siège à Strasbourg.
Quel est votre point de vue sur le classement en réserve naturelle de la forêt de la Robertsau qui semble traîner, mais traîner. C'est effectivement extraordinaire que cette forêt n'ait toujours pas été classée, malgré les promesses régulières des ministres de l'Environnement. Chaque fois qu'ils arrivent, une des priorités, c'est le classement de la forêt de la Robertsau. Je ne veux pas dire la même chose, mais je crois que plus globalement, ce qui est aussi pour nous une des priorités, c'est la réflexion sur la relation entre le bâtiment, le construit, l'urbanisme et la nature en ville. Il est urgent de classer en réserve naturelle les secteurs qui ont été répertoriés comme étant intéressants du point de vue naturel, mais aussi parce que ce sont des poumons indispensables pour tous ces secteurs. Mais c'est aussi important de voir comment on peut réfléchir au développement de la Robertsau, au dessert de la Robertsau, enfin tous les sujets qui agitent la population et sur lesquels il faut bien sûr discuter, faire des propositions, mais des propositions qui intègrent le développement économique, la construction, mais aussi la nécessaire préservation de la nature et d'une nature la plus diverse possible. Le sujet corollaire, mais le port au pétrole est au cœur de deux agglomérations aujourd'hui qui se développent, Strasbourg et Kehl. Alors, le port au pétrole est coincé au nord par la Robertsau, va bientôt être prise en tenaille par le développement de Rives. Kehl rentre dans le jeu. Est-ce qu'il n'est pas urgent de transférer ces installations hors dehors de l'agglomération? Parce que ça pose tous les problèmes du monde. Les ports, enfin, les problèmes, ils seront toujours quelque part. Et je crois qu'on ne peut pas dire a priori, hop, on prend ça, on le met ailleurs, et puis on met les nuisances chez les autres. Il y a toute une réflexion à continuer sur cette question du port au pétrole et de l'ensemble du secteur, qui est aussi des secteurs avec des industries, notamment des industries à risque. Il y a des propositions qui sont formulées pour l'instant pour réduire le plus possible les risques des industries. Il y a toute la discussion autour de la desserte et de la route qui va être fermée alors qu'à côté, les bateaux peuvent passer sans problème. Donc visiblement, la sécurité s'arrête au bord de l'eau. Donc là, il y a des choses qui sont pas cohérent et c'est pas sérieux. Et tout ça doit être, à mon avis, remis à plat avec la ville de Strasbourg, avec la communauté urbaine et puis avec l'État, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'est pas urgent de se dire, par exemple, dans un cœur de ville qui est en train de se développer, dans une métropole transnationale qui est en train de se développer, de dire, attendez, est-ce que des industries à risque ont encore leur place au cœur de ces métropoles, ou est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'à long terme on puisse envisager les déplacer? La situation était que les industries à risque étaient installées dans des lieux non habités et que progressivement l'urbanisme s'est rapproché de ces industries à risque, ce qui nécessite effectivement une réflexion mais beaucoup plus prospective et qui ne peut pas être uniquement sur la communauté urbaine, ça doit être beaucoup plus largement sur le secteur en intégrant aussi le secteur du côté allemand. Le fait qu'on travaille en eurodistrict et qu'on commence à avoir des approches sur l'ensemble du territoire est tout à fait positif. Alors, une série de questions, réponse oui, non, enfin, ou réponse courte, mais après vous pouvez développer si vous avez envie. Est-ce que vous êtes favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps? Je suis tout à fait favorable à la restriction du cumul des mandats. Quand je serai députée, je me suis engagée à quitter la présidence de la communauté urbaine. J'ai mis en place des politiques. Ces politiques peuvent continuer sans moi et il y a d'autres personnes écologistes qui peuvent prendre ces responsabilités. J'arrive en bout de mandat du conseil régional. Effectivement, il faut qu'il y ait un renouvellement qui soit plus rapide. Mais ça implique aussi qu'il y ait une réflexion et très rapidement la mise en place d'un statut de l'élu. Parce que contrairement à l'Allemagne où les élus ont un statut, ça veut dire que vous avez une feuille de paye, des cotisations. Lorsque vous n'êtes plus élu, vous pouvez bénéficier des mêmes droits que les salariés. Vous cotisez à des caisses de retraite et vous ne vous retrouvez pas en situation difficile lorsque vous arrivez à un certain âge. Ce n'est pas le cas en France. En France, il n'y a pas ce statut de l'élu et ça empêche des populations qui sont issues d'autres groupes politiques ou d'autres métiers que enseignants ou bien ou fonctionnaires de prendre en charge la politique. C'est difficile d'être ouvrier et de faire de la politique. C'est difficile d'être travailleur indépendant et de faire de la politique, d'être artisan et de faire de la politique, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à la parité imposée par la loi? La parité est une façon transitoire de faire en sorte que les femmes assument des responsabilités électives. La politique est encore malheureusement trop souvent un monde d'hommes, c'est un monde auquel les femmes ne sont pas très habituées. Donc il faut leur permettre de trouver la possibilité d'être élues
pour aussi faire évoluer la façon dont la politique se fait. Les femmes sont souvent beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus directes, moins calculatrices, et dans ce sens-là, elles apportent une autre dimension à la politique. Donc vous êtes favorable? Moi, je suis tout à fait favorable à la parité comme moyen transitoire pour que les femmes soient plus nombreuses, et puis ensuite, quand on aura plus l'habitude d'être en politique, les femmes seront aussi nombreuses que les hommes sans difficulté. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? Alors, c'est toujours la question. Ah, je suis désolé, mais je la pose à tout le monde. Hein. On va la poser à tout le monde. Alors, personnellement, j'ai jamais fumé de cannabis, donc j'ai pas d'avis personnel. Ce que je peux dire, c'est que les écologistes, les Verts, Europe Écologie Les Verts est favorable à la dépénalisation du cannabis. Est-ce que vous êtes favorable au mariage homosexuel? Je suis favorable au mariage homosexuel et à l'adoption. Je suis surtout favorable au fait que, quels que soient les couples, ils puissent se marier et surtout qu'ils puissent adopter. Est-ce que vous êtes favorable à l'alignement sur le régime général des retraites des députés? Oui, là, on prend les députés. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait un statut de l'élu qui fasse en sorte que l'élu soit à égalité avec les autres salariés dans un pays. Donc, ce qui veut dire c'est quand même un talon d'Achille de la réforme des retraites, puisque les députés ont encore un régime à part. Alors... D'accord. Si vous avez un statut qui fait que... Je crois qu'il faut qu'on se dirige vers ce qui se passe dans les pays du Nord. Au pays du Nord, un élu est un élu, mais c'est quelqu'un qui est comme tout le monde. Et il n'y a aucune raison que les élus soient différents, et du point de vue de leur rémunération, et du point de vue des avantages sociaux, etc. Donc s'il y a un statut de l'élu, si l'élu est payé comme est payé un autre salarié dans ce pays, il n'y a aucune raison qu'il y ait un régime, enfin c'est inadmissible qu'il y ait un régime spécial. Est-ce que vous êtes favorable au travail du dimanche? Écoutez, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait un jour où tout le monde ne travaille pas, donc que le travail du dimanche soit réservé à certaines catégories, les infirmières, etc. Ou les Parce qu'on a quand même vu des députés défendre l'ouverture ou l'assouplissement du travail du dimanche dans le reste de la France, et tout en se battant en mordicus ici pour garder le régime, le droit local. Nous avons pris position contre l'ouverture, par exemple, des grandes surfaces dans des secteurs périurbains. De la même façon, dans le sud et ici, il n'y a aucune raison qu'on travaille le dimanche, parce qu'il faut quand même aussi un moment qu'on puisse être ailleurs qu'à son lieu de travail ou dans la préoccupation du travail. Est-ce que vous êtes favorable à une modification de la loi Leonetti sur la fin de vie? Cette question est une question qui est effectivement particulièrement difficile. Il y a des personnes qui adhèrent à des associations parce qu'elles ne veulent pas que leur vie soit en mauvais, enfin, de vivre mal très 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 longtemps. Mais je crois qu'il faut être présent le plus possible auprès des personnes, qu'elles puissent rester à domicile, qu'elles puissent vivre le plus possible dans leur environnement courant, que s'il y a hospitalisation, ou bien s'il y a entrée dans des maisons spécialisées, l'accompagnement puisse se faire le plus professionnellement possible. C'est une question qui est très difficile, extrêmement difficile, parce qu'elle est aussi très très personnelle. Moi, j'ai pas envie d'avoir des idées péremptoires sur la question. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du concordat en Alsace-Moselle? Je suis pour le maintien du concordat, en y intégrant la 4e religion qui est l'islam. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du concordat à toutes les autres religions? Je suis favorable à l'extension du concordat à toutes les autres religions, mais il y a d'innombrables religions, et si on peut techniquement trouver une solution, pourquoi pas. Mais concordat, ça veut aussi dire financement des religieux, des prêtres ou des femmes prêtres, parce que on est très dans le masculin là. Donc il y aura peut-être parfois un problème budgétaire. Pour l'instant, il y a des grandes religions qui existent sur le territoire, et il me paraît normal que celles qui sont pratiquées par une grande partie de la population puissent bénéficier des mêmes droits. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers aux scrutins locaux payant les impôts locaux? Nous sommes favorables à ce que tous les résidents sur un territoire présents depuis plus de 5 ans soient électeurs pour les élections locales. Ok.
Alors maintenant la question bonus, vous êtes rentré en campagne dans des conditions un peu difficiles. Est-ce que vous pensez que ça vous a rendu plus fort? Ce qui vous affaiblit pas vous rend plus fort? Est-ce que ça aujourd'hui c'est derrière vous et les électeurs vous suivent, y compris du PS et de l'Europe Écologie? Comment ça se passe? La situation était difficile, c'est vrai. M. Nizan a choisi de se retirer. Raphaël Nizan, choisissant de se retirer, a pris un acte responsable parce qu'effectivement c'était très compliqué qu'on parte à deux et c'était préjudiciable à la possibilité pour la gauche d'avoir un député ou une députée. Il a eu cet acte responsable, je lui en sais gré, je lui ai dit. Nous avons lancé la campagne vendredi dernier avec à la fois les militants socialistes, les militants écologistes, mais aussi beaucoup d'amis qui ne sont pas dans les partis politiques. M. Nizan était représenté par une des adjointes de la ville de Schiltigheim. M. Nizan est tout à fait le bienvenu pour participer à cette campagne comme il veut. Un pronostic pour le premier tour? Je n'ai pas de pronostic chiffré pour le premier tour. Il est évident que pour moi, ce qui est important, c'est d'être présente au deuxième tour. Merci beaucoup. Je vous en prie.